pense que la France n'est pas aussi ponctuelle que le Japon. Donc, je pense que quelques-uns de nos amis vont nous rejoindre dans les minutes qui viennent. Mais si vous êtes d'accord, nous allons commencer avec la permission de Florent. Alors, écoutez, en fait, tout d'abord, bienvenue, cher Florent, bienvenue chez vous, dans votre maison. Au nom de la Fondation INALCO, au nom de l'INALCO, de son président Jean-François Huchet, qui ne peut pas être avec nous ce soir, nous voulions vous souhaiter la bienvenue. Nous sommes très fiers que vous reveniez ici et vous nous avez engagés, puisque vous avez publié un livre dans lequel les Langso figurent à la première page et à la 3e ligne. Donc ça, nous en sommes très très fiers. Et alors, je pense que, comme tous les collègues des études japonaises, vous allez nous expliquer que ce sont les plus brillantes au sein de l'INALCO. Alors, pour ceux qui ont fait du chinois, venant du versant chinois de l'affaire, je crains que ce soit vrai, mais je ne le reconnaîtrai jamais publiquement. Voilà. Ceci dit, nous avons aujourd'hui une occasion de célébrer les 2 piliers de la tradition des Langso, la tradition pragmatique que vous représentez. Vous êtes un droguement, s'il fallait traduire. Mais s'il y avait une sublime porte au Japon, vous seriez droguement. Mais nous avons également la tradition savante, et c'est là que je remercie le professeur Michael Luken, qui a la gentillesse de faire l'introduction de votre intervention. Comme vous le savez, ces 2 piliers, la tradition savante et la tradition pragmatique, et leur mélange, le fait qu'elles soient constamment mêlées, qu'elles se renforcent l'une l'autre, eh bien c'est ça qui font les Langso. Donc les 2 sont représentés ici. D'ailleurs, Michael a la gentillesse de faire une intervention alors qui se tiendra au PLC, je l'annonce dès à présent. Cécile, vous me corrigerez, c'est le 19 octobre. Et donc, dont le thème sera l'universel et l'étranger. Donc, une histoire pour les Langso. Donc, merci Michael d'être avec nous ce soir et de parler de faire une introduction de ce que va nous dire Florent dans un instant. Alors maintenant, je ne veux pas être plus long parce que la Fondation n'est qu'un facilitateur ici. Il y a juste une chose que je voulais mentionner. J'ai réalisé que ce qui avait changé votre destin, Florent, c'était une bourse que nous appelons les bourses d'immersion. Comme c'est un sujet auquel la Fondation est très attachée, nous avons organisé des bourses pour le persan qui permettent à nos étudiants d'aller au Tadjikistan. Nous l'avons fait pour le Thaï, nous l'avons fait pour le Kirghiz, nous le faisons pour le monde arabe bientôt. Eh bien, ça nous fait chaud au cœur de voir que cette tradition, vous l'incarnez ici. Et nous sommes très impatients de savoir ce qui arrive une fois qu'on est immergé au Japon. Voilà. Donc maintenant, je passe peut-être la parole à Michael, si tu veux bien. Merci, cher Philippe. Cher Florent Dabadi, bonjour. Ravi de faire votre connaissance, en fait, aujourd'hui. Ravi de vous accueillir ici. Comme le dit Philippe Advani, vous êtes chez vous et nous sommes ravis de votre présence. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous voir nombreux ici, des têtes connues que je n'avais pas vues depuis un certain temps pour certains. Et à travers, au fond, votre parcours que vous allez nous présenter, qui est tout à fait remarquable, hein, donc celui d'un étudiant des Langso qui, après une licence en poche et des expériences diverses et variées dont vous nous parlerez, est parti au Japon où vous vous êtes installé, où vous vous êtes fait connaître auprès de l'entraîneur de l'équipe du Japon, Troussier, si ma mémoire est bonne. Je me souviens vous avoir vu à la télévision, vous étiez encore tout jeune et moi aussi. Vous avez continué ce parcours magnifique qui fait qu'aujourd'hui vous êtes une de ces figures du monde de la communication et des médias franco-japonais, installés donc au Japon. À l'époque, il y avait Françoise Moréchamp à mon époque, à celle de mes et toujours en très bonne forme, Françoise. Et vous poursuivez cette belle ligne. Donc à travers vous, au fond, c'est l'hommage à tous ces étudiants de l'INALCO qui, après un parcours ici, sont partis au Japon et sont des éléments absolument indispensables des liens franco-japonais qui ont fait une partie de leur vie, comme certains diplomates que j'aperçois,
qui ont résidé pour des études ou qui se sont installés là-bas jusqu'à aujourd'hui. C'est absolument précieux, c'est un message qu'on doit transmettre à nos étudiants. J'espère que vous pourrez revenir, je crois que c'est prévu, oui. C'est ça, à l'automne pour directement, là c'est un public un peu plus âgé qui est celui de vos amis maîtres. On est dans ce lieu un peu feutré de la rue de Lille. On aura une autre intervention devant les étudiants. Ça sera, je crois, un très beau moment et un grand plaisir pour eux de découvrir votre parcours. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est donc cet accueil que l'on vous devait d'une certaine manière, après vous avoir si maltraité pendant vos études dans les années 90, car peut-être l'avez-vous oublié, mais vous étiez à Dauphine, oui, dans des locaux qui étaient passablement dégradés, où nous n'étions pas exactement les bienvenus. Bien que l'inscription, et mes amis me l'ont rappelé, était de 750 francs. Absolument. Elle était modeste, on est bien d'accord, hein, et elle reste modeste, du reste aujourd'hui encore, hein, tant mieux, mais les locaux de Dauphine étaient quand même extrêmement précaires et surpeuplés. On peut aujourd'hui vous accueillir dans des locaux qui n'ont absolument rien à voir avec ça, que ce soit au PLC que vous découvrirez la prochaine fois, ou que ce soit ici, dans cette maison de la recherche qui a été entièrement rénovée, parce que là où vous êtes venu vous inscrire il y a 25 ans, ce n'était pas du tout comme ça autrefois. Et enfin, un dernier mot pour saluer à travers vous les enseignants que vous avez eus. Vous me parliez de Yanagidani Sensei, de Yamamoto Sensei. Donc voilà, une petite pensée pour eux, ainsi que Jean-Jacques Origas, que vous mentionniez tout à l'heure. Nous avions une journée il y a 2 jours ici, dans cet auditorium, sur les études japonaises et centré autour de cette période des années 80-90. Donc c'est une bonne manière à travers vous de saluer leur mémoire. Donc vous êtes un des et je crois que je serai fier de votre parcours. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Michael, pour ces très gentils mots. Merci, Philippe, de votre accueil. Merci, Cécile, Arnaud. Moi, ça fait un peu Rabbi Jacob de juste donner le prénom, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens en ligne et je ne vais pas citer tout le monde que je dois remercier, mais comme vous l'avez dit, Michael, je voulais avoir une pensée pour 2 personnes aujourd'hui. La première, dans notre passé à tous, c'est Jean-Jacques Origas, dont je raconterai tout de suite une anecdote que j'ai partagée avec mes amis juste avant de venir ici, parce qu'on était tous très émus. Jean-Jacques Origas, 2 anecdotes. Jean-Jacques Origas, quand j'étais en première année, donc au début des années 90, donc figure, pour ceux qui ne connaissent pas la maison, figure de la section japonaise, éminent spécialiste d'abord de l'allemand, puisqu'il s'est mis assez tard au japonais, ce qui est encore plus extraordinaire quand on voit son parcours. Traducteur pendant une période de sa vie du président François Mitterrand. Bon, voilà, toutes les décorations japonaises obtenues. Et Jean-Jacques Origas, dont j'ai connu le pédigré que bien plus tard, hein, parce qu'au début, j'étais comme tous les étudiants et tous les jeunes, j'étais un petit peu autocentré. Et tout ce que je voulais, j'étais obsédé par apprendre les 2000, enfin les 1989 caractères Joyo Kanji, qui était le couperet de la 2e année pour arriver en 3e année, où là, on nous donnait la chance d'avoir une bourse, enfin de tenter une bourse. Et la première anecdote sur Jean-Jacques Origas, c'est que, comme pour moi, j'avais déjà décelé de son aura que c'était une personne extrêmement importante et qui allait décider de mon avenir. J'avais voulu faire bonne impression, j'avais pas eu le courage pendant le cours de lui poser une question, mais je l'avais un petit peu attrapé par le bras dans les couloirs de la porte Dauphine, et pour lui montrer ma passion pour le japonais, je lui avais posé la question en pensant qu'il la balayerait comme ça d'un coup de poignet comme Richelieu. Je lui avais demandé... Cher monsieur Origas, je suis en train de lire un poème et il y a 2 mots qui me frappent. Il y en a un qui s'écrit Ama no Gawa et il y en a un autre qui s'écrit Ginga. Alors, dans le dictionnaire que j'ai,
franco-japonais, japonais-français. Les deux traductions sont la Voie lactée. Alors, je ne comprends pas la différence entre Amanogawa et Ginga. Alors, il me regarde longuement, passer 10 secondes de grande solitude en me disant j'ai vraiment posé la mauvaise question et il a autre chose à faire, donc c'est là où j'ai des remords, mais c'est trop tard. Et il me regarde et il me dit d'abord, une première règle, pas de dictionnaire franco-japonais, jamais, jamais. Toujours des dictionnaires français. J'avais envie de lui dire, mais j'ai toujours des dictionnaires japonais, japono-japonais. Monsieur Griolet nous disait la même chose, mais j'avais oublié cette consigne et surtout, je ne comprenais pas encore le japonais, j'étais en première année. Et donc, il me dit, pour répondre à votre question, j'aurais besoin d'une semaine. Alors, j'étais d'autant plus gêné que je savais qu'il avait toujours des dossiers, c'était comme dans une bande dessinée du Quai d'Orsay, toujours des dossiers partout et qui débordaient. Et donc, je voulais absolument pas qu'il passe une semaine, enfin, sur ma question qui était totalement anecdotique. Mais il me dit, enfin, si je dois vous éclaircir pour le moment, car je ne vais pas vous laisser partir comme ça dans les ténèbres, je dirais une chose, enfin, plutôt 4. C'est la même chose. alors et tout de suite, j'ai voulu m'éclipser, fermer le dossier en disant « Monsieur Aurigas, c'est formidable, c'est extraordinaire, vous avez répondu à toutes mes questions. Je vous emporte. » Et voilà, pour la faire courte, j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire. Non seulement il est vraiment revenu une semaine après avec beaucoup d'explications, mea culpa dont je ne me souviens pas toutes et je ne vais pas vous prendre 1h30 pour cela, mais il avait toujours pour nous du temps, de l'amour, de la passion, et donc je voulais lui rendre hommage. Et la deuxième anecdote sur lui, c'est qu'en 2001, quand je suis revenu, donc à peu près un peu plus de 10 années après, que j'avais déjà un début de carrière à la télévision, j'avais une radio, et je ne sais pas pourquoi, parce qu'il avait des antennes et des oreilles partout. Et, on s'était croisés au Langso où j'étais revenu juste pour voir la bibliothèque et croiser d'anciens amis. Il m'avait attrapé, c'est Monsieur Dabadi. J'avais essayé de raser les murs, mais je n'avais pas réussi. Monsieur Dabadi, d'abord bravo, j'ai suivi votre succès. Je dis non, je viens de commencer. J'aurais néanmoins quelques mots pour vous. Je dis bien sûr, Monsieur Aurigas. Il ne faut pas se disperser. Le chemin est long. Prenez votre temps. J'ai moi-même, et alors là, une chose totalement inattendue par rapport au personnage, qui était très solennel, qu'on connaît, j'ai moi-même fait de la radio et de la télévision dans mon temps. J'étais tombé des nues, et je n'ai pas continué sur cette voie, mais je vous encourage. Persévérez. Et là, alors que je m'attendais à un grand discours, il a disparu comme un personnage de roman et je ne l'ai plus vu parce que c'était un an avant qu'il nous quitte. Donc avec mes amis des Langso qui sont ici, on continue à l'imiter avec amour, avec affection et on est tous là ici. Et avant de commencer ma conférence, je tiens à dire aussi, là, je vous prie de m'excuser, mais j'ai commis pour l'instant une erreur pour cette conférence, c'est que j'ai oublié mes lunettes à Roland-Garros. Je travaille, ça fait 30 ans que je suis au Japon, mais je ne suis plus du tout parisien, mais je pense que ça fait très chic de dire j'ai oublié mes lunettes à Roland-Garros. Et donc, je ne vous vois pas tous. Enfin, je vous vois, mais je ne vous vois pas tous. Donc, si je n'ai pas dit bonjour à tout le monde avant la conférence, pour citer Jacques Villeray dans Papy fait de la résistance, ce n'est pas parce que vous savez chancher, mais c'est que je ne vous vois pas tous. Mais en revanche, il va y avoir, je parle sous le contrôle de Cécile, une séance de signature, de dédicace pour ceux qui ont eu la gentillesse d'acheter, d'avoir mon livre. Je crois qu'il y a des livres aussi. Je
peux le dire une fois ici, pour ceux qui ne l'ont pas encore. Et donc on aura largement le temps, pour ceux qui l'ont, de parler dans la cour. Voilà. Alors, je commence. D'abord, une nouvelle fois, un grand merci aux langues orientales, à Arnaud que je vois là-bas, puisque la façon dont vous m'avez accueilli, que vous me témoignez encore aujourd'hui, me touche vraiment profondément. Et la façon dont tout est organisé, souvent quand je reviens en France, j'ai toujours ce trait de caractère un petit peu cynique parisien, à s'autocritiquer et en dire je travaille souvent avec le Japon, mais c'est rare que les Français montrent autant de précision, soient à l'heure et tout. Et depuis qu'on a commencé ce projet il y a plusieurs semaines, c'est fantastique, comme toute l'équipe de Philippe et d'Arnaud est ponctuelle et polie. Enfin, toutes les grandes vertus dont parle Comte Sponville sont respectées en France, et ça me fait chaud au cœur, parce que quand j'ai commencé, et là ce n'est pas des anecdotes ad vitam aeternam, quand j'ai commencé ma vie dans le japonais, quand j'ai commencé à étudier le japonais, j'étais donc en terminale A2. J'étais bon en langue, c'était vraiment les seules matières, l'anglais, l'espagnol, le latin, dans lesquelles j'avais des bonnes notes à l'école. Et mes parents étaient très inquiets. Mon père s'imaginait que je ferais une grande école, parce que mon frère était très doué, était déjà en cagne hippocagne quand moi j'étais encore au début de la terminale. Ma mère était un petit peu soucieuse, mais toujours très optimiste. Et mon père me dit, mais enfin, qu'est-ce que tu vas faire? C'était un peu comme ces sketchs avec Guy Bedos, Bibi, mais enfin mon enfant, tu fais 1m90, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et il pouvait être très sérieux de temps en temps avec moi, et je savais pas. Il me dit, mais ton frère est déjà en hippocagne, il est en cagne, il a des plans pour aller en université aux États-Unis, d'ailleurs ça coûte très cher, bon, tout un petit mot. Et mes parents étaient divorcés, mais ma mère était là pour les discussions importantes. Et moi, je lui dis, j'ai envie d'étudier les langues. Et c'est un peu comme Lino Ventura avec Isabelle Adjani dans La Gifle. Il fait, mais les langues, c'est pas une vie, c'est pas une école. Qu'est-ce que tu vas faire avec les langues? Et ma mère m'a sauvé, et j'en suis reconnaissante. Elle dit à mon père, mais il y a les langues orientales. C'est une grande école. Et mon père réfléchit un peu, il me fait, ah oui, c'est vrai, les langues orientales, oui, bien sûr, les langues orientales, et ça mène au Quai d'Orsay. J'ai des amis qui sont au Quai d'Orsay, et ça mène au Quai d'Orsay, on peut toujours ensuite se rattraper. Je dis, maman, j'ai pas commencé. Et donc ça a commencé comme ça. Et donc mon père a dit après, bon bah d'accord, les langues orientales commencent. Et j'ai étudié en première année, deuxième année, et j'ai beaucoup aimé l'atmosphère, mes amis, les cours. J'ai eu des bons résultats, j'ai eu la bourse japonaise. Et en troisième année, j'ai la chance d'avoir une amie japonaise à Paris, une amie de ma mère, qui me dit, mais enfin, maintenant que tu es tellement dans le japonais, parce que je ne vais pas vous faire des spoilers pour utiliser un anglicisme, mais je ne vais pas vous raconter ce que j'écris dans mon livre, mais quand même par des tout petits indices. J'avais dans ma chambre transformé mon appartement parisien en une maison traditionnelle japonaise. J'avais mis tout ce que j'avais pu trouver, de temps en temps d'ailleurs pas très légitime. C'était des sables qui avaient l'air un peu plus chinois que japonais, mais enfin j'essayais de décorer ma chambre comme je le pouvais avec des kanji. Et, je dormais sur un tatami. Ma chambre devenait vraiment un antre totalement japonais. Et ma mère me dit, mais quand même, voilà, maintenant que tu es totalement devenu japonais, est-ce que tu ne veux pas quand même, parce que j'imagine que tu voudrais y aller, tu ne veux quand même pas aller dans le pays auquel tu consacres tes études, parce que si jamais tu n'aimes pas ça, ça va être difficile de faire marche arrière et tout.
Et donc, elle me dit, j'ai une amie, et elle m'avait proposé d'ailleurs, est-ce que tu peux aller faire peut-être un tour chez elle, chez ses parents. Et donc, c'est ici, c'est mon premier voyage au Japon, et j'en parlerai pas dans le détail parce que j'en parle dans mon livre, mais c'est Shibecha. Alors, Shibecha, je pense que peu de personnes connaissent cet endroit, mais loin des images qu'on a du Japon tropical ou autre, ou montagneux, volcanique, ça ressemble plutôt au Canada. Et donc, après 20 heures d'avion par Aeroflot et arrivé à Tokyo, 33 heures de bateau entre Hamamatsucho à Tokyo et Kushiro, puisqu'à l'époque, il y avait un bateau où on dormait sur des tatamis pendant 36 heures. Et être arrivé à Kushiro, j'arrive ici dans la campagne japonaise, et ce n'était pas du tout l'image que j'avais du Japon. Mais la carte est un petit peu, je vais vous montrer une meilleure, voilà. Donc Kushiro et Shibecha, c'est ici, donc on est à l'extrême est de Hokkaido, le début des îles que vous voyez sur votre droite, c'est les Kuriles, dont d'ailleurs on a eu souvent des cours magistraux au Langzhou de géographie, Hopporyodo. Et on était vraiment au bout du monde, si on est autocentré sur une carte de géographie plate avec la France au centre. Là, on est vraiment aux extrêmes. Enfin, c'est pour ceux qui sont nés comme moi dans les années 70 et qui jouent à risque, c'est le Kamtchatka. C'est un pays qui n'a jamais rien servi. Moi, j'ai toujours perdu contre mon frère parce que je mettais tous mes pions sur le Kamtchatka, et c'était d'ailleurs prémonitoire. Mais voilà, donc c'est là où j'arrive, et je me souviens d'avoir... j'avais laissé ma carte du Japon dans le bureau de mon père, et j'essayais de lui expliquer où était Shibecha, et il ne le trouvait pas sur la carte. Et à un moment, il l'a trouvé, il m'a dit « Ah, mon fils, ça y est, je crois que j'ai trouvé, c'est vraiment le bout du monde. » Alors j'ai dit « Oui, c'est ce que je suis allé chercher. » Et donc c'était très bucolique, c'était... très touchant, parce qu'en fait, je pense que c'était aussi une bonne adaptation pour moi d'arriver dans un pays où la culture était japonaise. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le Japon, les habitants d'Hokkaido ont une mentalité un petit peu plus ouverte parce que c'est une terre colonisée plus récemment, à peine un siècle avant. Et il y a des Russes, il y a des Chinois, il y a des Mongols, il y a des Coréens. Donc ils avaient une vraie tolérance par rapport à moi. Et voilà, alors toute cette partie à Shibecha, j'en parle dans mon livre, et elle est encore dans mon cœur, j'ai beaucoup d'images. Et ça me permet aussi de faire la transition avec le livre et peut-être l'effort de littérature que j'ai fait quand... la deuxième personne à qui je voulais vraiment profondément rendre hommage aujourd'hui, c'est Laurent Beccaria, qui anime depuis très longtemps, préside la Maison des Arènes et de la collection Common, qui est représentée ici par Pierre Botoura. Parce que Laurent Beccaria était venu me rendre visite au Japon, c'était un ami de ma mère. Aujourd'hui, peut pas être là pour des raisons personnelles, c'est pour ça que j'ai une pensée pour lui. Mais Laurent avait toujours pensé que je devais raconter mon histoire japonaise, parce qu'on en avait parlé, et grâce à lui, j'ai pu faire ce livre. Et les seules hésitations que j'avais au départ, c'est que je ne savais pas comment le faire. Je trouvais qu'une autobiographie à mon âge, c'était un petit peu déplacé, que tout autre effort biographique un petit peu masqué, j'avais pas pris assez de notes, j'avais jamais tenu de journal intime, donc j'avais peur de ne pas avoir assez de détails. Et je me suis remémoré mes premiers mois à Shibecha, Hokkaido, et j'avais encore beaucoup d'images dans la tête. Je pense que les choses qu'on n'oublie jamais, parmi les 5 sens,
c'est d'abord l'odorat. C'est assez incroyable quand on revient dans un endroit d'enfance et qu'on retrouve les parfums d'eucalyptus, de mimosa. Et pour moi, il y a des personnes ensuite, c'est le son. Moi, j'ai une mémoire assez visuelle et donc j'ai des images qui me restent vraiment gravées dans la mémoire. Et donc, j'ai un album de photos de mes premières années japonaises, de mon premier été japonais, qui est assez vivide, enfin frais dans mon esprit. Et donc, je me suis dit, je vais faire une reconstitution. Donc là, c'est vraiment une discussion technique de ma façon d'écrire. Mais je me suis dit que j'allais procéder comme un artiste contemporain. Artiste contemporain, je parle de beaux-arts. Et plutôt d'art conceptuel, c'est-à-dire de réunir dans ma mémoire, parce que malheureusement, aujourd'hui je suis devenu un peu photographe en herbe, mais je ne l'étais pas à l'époque, me remémorer toutes les images que j'ai, les mettre à plat sur mon bureau imaginaire de mon esprit, et à partir de cet album de photos, écrire des légendes sur les images que j'ai dans la tête et en faire, plus qu'un journal intime où on rentre dans la psychologie, faire quelque chose de très court. C'était déjà, je parle sous le contrôle de Pierre Botura, mais c'était au moment des Jeux Olympiques de Tokyo, donc ça remonte à un petit peu de temps, mais j'avais beaucoup de choses à dire, mais en même temps, j'avais pas assez d'anecdotes et de notes pour aller plus loin qu'une ou deux phrases sur une ou deux images. Et j'étais à ce moment-là, bien avant qu'elle remporte le prix Nobel, en train de lire beaucoup de livres d'Annie Ernaux. Et c'est vraiment un hasard. Mais ma mère adorait Annie Ernaux. Elle m'a dit « Oh, tu dois lire Les Années, c'est incroyable. Toi, ça te parlera peut-être pas, moins que nous, mais bon, il y a tellement... » Et c'était absolument fantastique la façon dont elle arrivait à mettre des notes très courtes sur des publicités, sur des émissions, sur des mémoires, de mélanger le personnel et le public. Et ça m'a fait penser... Annie Ernaux m'a fait penser à un artiste contemporain... à un Marcel Duchamp, cette façon d'avoir des ready-made littéraires. Et donc moi, je me suis dit, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de mettre des images, des légendes, d'écrire, et puis ensuite d'y revenir, de repasser dessus comme une peinture. Et vraiment, si je n'avais pas eu Hokkaido et ces belles images dans la tête, je pense que je n'y serais pas arrivé. Ça, c'est mon premier repas au Japon. Alors, je ne vais pas vous faire un quiz pour savoir qui c'est. Mais alors, si je vais... Alors, levez juste la main, hein, parce qu'on n'est plus à l'école, mais qui sait ce que c'est? Enfin, qui croit savoir ce que c'est? Ah, c'est fort. Là, j'ai au moins une quinzaine de personnes. Bon, alors, en japonais, on appelle ça ikaso omen. C'est donc de la sèche qui est coupée en fines lamelles comme des tagliolini, ou je parle sous le contrôle de mon ami italien Sébastien, je sais pas la pâte qui s'en rapproche le plus, mais c'est un peu des très fines, des linguini et des linguine, pardon. Et ça, quand on me les a présentées, je savais que c'était de la sèche. Je ne savais pas pourquoi elles étaient en fines lamelles, mais c'était très agréable parce que donc on les prenait comme des nouilles, d'où le nom somen, donc des somen, des nouilles de sèche. Mais surtout, alors il y a de la sauce soja, il y a de la wasabi qu'on aperçoit, mais en fait on n'en a pas besoin du tout parce que c'est sucré. Enfin, c'est naturellement la sèche de Hokkaido. Est absolument fabuleuse et les papilles dansent, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est mon premier contact avec la cuisine japonaise. Et c'est tout ça parce que j'ai toujours eu un rapport avec le Japon, avec la langue, avec la culture. Et là aussi, pour rendre hommage aux Langzhou, c'est qu'on avait
des cours, comme le nom l'indique, de langue et de civilisation, et toujours d'une façon équilibrée. Et donc on était formés pour apprécier notre travail, le terrain sur lequel on allait enfin quand on était étudiant et qu'on obtenait la bourse ou qu'on allait là-bas pour la première fois, mais aussi la culture. Alors, ça c'est beaucoup plus contemporain, ça n'existait pas à mon époque, mais pour rester dans l'art contemporain, ça fait très Jeff Koons à Versailles. Comme ça, c'est une donc, pince de crabe, de crabe bleu. Elle est rouge, mais ça peut être du crabe bleu parce que quand on faisait 1 ou 2 heures de voiture au nord de Chibecha, on arrivait sur la mer d'Okhotsk, qui est la mer qui sépare la Russie et le Japon et les Kourils. Et c'est de là d'où viennent la plupart des délicieux crabes japonais. Alors il y a aussi Echizen, qui est au sud de Kanazawa, qui ont des très bons crabes, mais qui sont des petits crabes un peu plus proches de notre tourteau, qu'on appelle Kobakogani, mais ça c'est des gros crabes bleus. Et voilà, c'était un endroit assez fascinant parce qu'ils étaient encore en train de rechercher. Aujourd'hui, on parle beaucoup, pour les japonisants, de Machio Koshi, de Saisei. Ils essayent de donner un sang neuf à des régions un petit peu laissées et pas forcément touristiques. Mais bon, ils ont un peu de mal quand même. Ils savent pas trop encore quelle voie adopter. Et il y a des sculptures comme ça assez surprenantes. Mais alors en revanche, ça c'est vraiment la côte que j'ai connue à l'époque. En 1994, donc il y a 20 ans, de la mer de Russie qui sépare le Japon de la Russie. Donc assez austère, du sable très noir, mais en même temps assez romantique. Et ça m'a beaucoup inspiré parce qu'on a vraiment, quand on arrive là, alors pour ceux qui aiment la littérature, Murakami Haruki, beaucoup de ses romans s'inspirent de Hokkaido. La course aux moutons sauvages, c'est de l'autre côté, c'est Bifuka Asahikawa. Mais c'est un peu un personnage où lui, comme dans son processus d'écriture, il court et ensuite il écrit. Il court le matin, puis il est à son bureau pour 4-5 heures. Et donc c'est des endroits où il court le long de la mer et ensuite il écrit ses romans. Alors, oh là là, ça c'est un choc culturel, donc on va faire une transition assez habile. Voilà, donc ça c'était mon premier été. Mon deuxième été, je suis allé pour la première fois à Tokyo en 1995, et à Tokyo, c'était attendu parce que le premier été était studieux. À Hokkaido, il n'y avait pas grand-chose. J'étais content de parler japonais, j'étais content d'aller au Japon, j'étais séduit, mais il fallait quand même que j'arrive à Tokyo. Et à Tokyo, j'avais pas beaucoup d'indices, on m'avait pas d'amis là-bas, c'était pas comme aujourd'hui, on pouvait pas faire des emails et savoir avoir les dernières nouvelles sur les réseaux sociaux. Et j'avais l'image d'une mégalopole futuristique, comme on le voit dans les films de science-fiction, à la Blade Runner. Bon. Et alors c'était pas du tout le cas. Et surtout, c'était la fin de la bulle. Alors la bulle, je ne sais pas exactement, je ne suis pas un économiste, mais je pense que la bulle a explosé, la bulle japonaise économique a explosé en 90-91, ou voire même en 89. Mais quand j'y étais en 94-95, la bulle avait peut-être explosé dans les places financières, mais elle était encore très 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 présente déjà parce que pendant 10 ans, ils avaient construit des choses extravagantes et que Tokyo était vraiment, à défaut d'être une ville futuristique architecturalement comme dans Blade Runner, il y avait vraiment ce côté babylonien de Blade Runner. Et voilà. Et il se trouve que ma première soirée que j'ai passée à Tokyo, alors, ne vous méprenez pas, mais c'était à Roppongi. Voilà, je mets Roppongi. Et alors, j'étais très heureux en faisant des petites recherches pour cette conférence. J'en parle aussi brièvement dans le livre, mais de cet endroit-là, mais de trouver que ce bar en question fêtait ses 31 ans. Enfin, plutôt que ils avaient fait un crowdfunding pour sauver ce bar à striptease.
pour le sauver, et que le crowdfunding qui visait à peu près 5 millions de yens, donc Gohyakuman, je suis vraiment pas bon en mathématiques. Je parle un petit peu comme Michel Houellebecq là, mais bon. Bon, 5 000 euros, c'est ça, Gosen, Goman, Gojuman, non, 50 000 euros. Goman, Gojuman, Gohyakuman, ouais. 50 000 euros. A explosé le crowdfunding, comme quoi la nuit tous les chats sont gris. Et personne n'a eu honte de... Bon, et c'était c'était un bar à striptease très distingué. C'est un peu la Panthère Rose, Clouseau, pas du tout... bon. Mais bon, le choc culturel, c'est que je sortais de Shibecha et que la personne qui m'accueillait, qui avait une vague relation avec la famille qui m'avait accueilli à Hokkaido, m'a emmené à Roppongi. Bon. Et à Roppongi, j'en ai pris plein les yeux et c'était incroyable. Il y avait des Lamborghini de toutes les couleurs, des Ferrari de toutes les couleurs. Les moteurs tournaient avec les clés sur le... Les clés, la porte ouverte, bon, ça aurait fait le bonheur de beaucoup d'endroits. Et il y avait des boîtes de nuit mythiques, le Juliana, le Yellow, avec des Japonais déjantés qui chantaient dans tous les sens. C'était vraiment, c'était pas l'image que j'avais du Japon, et pas une image dont j'aurais pu parler à Jean-Jacques Origas. Mais c'était assez extraordinaire parce que j'avais un petit souci quand même. Je me disais, on a beau aimer un pays, une langue, si jamais on ne s'entend pas avec les habitants, c'est difficile. Et en fait, le contact était très facile, sauf que le contact se fait la nuit, enfin avec les Japonais, la nuit, enfin le soir, enfin la nuit tombée. Et dans la journée, et voilà, et les personnes peuvent avoir de plusieurs visages. Bon. Et c'était vraiment fascinant de voir ça, de voir mes collègues qui changeaient, qui nous parlaient, qui se confiaient, qui riaient. Bon, je vous parle de ça il y a 30 ans. Aujourd'hui, dans le monde du travail, c'est beaucoup plus détendu. On n'est plus dans l'image, le cliché de la grande entreprise où tout le monde est réservé. Voilà. Bon, c'est plus stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb, mais voilà, je pense qu'Amélie Nothomb aurait beaucoup plus apprécié la vie à Tokyo si elle était sortie. Voilà. Au lieu de faire comme Michel Houellebecq et de rester dans sa chambre. Voilà. Alors, mon premier magazine, c'était Première. J'ai travaillé en tant qu'assistant pour le groupe Hachette Philippaki, donc c'était mon VSNE, ma coopération, et j'ai eu la chance de travailler au magazine Première. J'avais 3 choix, Elle Déco, Elle et Première. J'ai bien sûr pris Première. Le cinéma que j'aimais, le cinéma japonais, ça c'est en septembre 1998, donc c'est le premier mois, symboliquement, c'est le mois où je commence mon travail à Première. Alors j'ai aucun souvenir de ce film d'Antonio Banderas. Bon, comme vous, hein, je vois que c'est Zorro. C'est pas très compliqué, mais bon, voilà. C'était un magazine surprenant parce que on était une toute petite équipe. Il y avait des mastodontes comme il y avait quoi? Il y avait Switch. Il y avait des Kine Jumpo, je crois. Bon, je pense que Ilan, tu seras plus fort que moi là. Bon. Et nous, on était le petit magazine venu de l'étranger qui avait un nom, mais ça ne fait rien au Japon. Vous le savez peut-être, mais au Japon, il y a toujours, on a beau s'appeler L'Oréal, General Electric ou Hachette Philippaki, on doit recommencer à chaque fois de zéro quand on pénètre le marché japonais et être assez humble par rapport à ça. Et donc, moi, on m'avait préposé au début au graphisme, hein, parce que je ne parlais pas assez bien japonais pour écrire des articles, donc je regardais un petit peu comment c'était fait. Je faisais un petit peu aussi de rapportage à mes boss français sur comment était tenu le magazine et ce que je pensais. Enfin, j'étais obligé de leur faire croire que je lisais couramment. Enfin,
pour ne pas faire, pour pas que la section de japonais, M. Origas, se retourne dans sa tombe. Ce n'est pas du tout que... Mais quand même, le langage technique en japonais, je trouve, est beaucoup plus précis que le langage dans les langues occidentales. On peut être bilingue et avoir pas du tout accès à un journal économique ou à un manga ou voilà, donc le vocabulaire du cinéma et par la suite le vocabulaire du football m'était totalement inconnu. Mais bon, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai travaillé pour la première fois dans une entreprise japonaise parce qu'on était Hachette Philippe Hakim et Fujin Garo en accord, puisque très souvent les sociétés françaises ont besoin d'un parrain pour pénétrer le marché. Donc ils font une joint venture avec une compagnie japonaise et j'ai pu découvrir le monde japonais du travail, la difficulté, le fait d'avoir des journées très longues, de souvent avoir à travailler le soir, le samedi. Mais j'en garde de très bons souvenirs. Alors ça, j'en parle un peu plus longuement dans mon livre, donc je ne vais pas en parler ici. Du monde du cinéma, je suis arrivé au monde du sport. Bon, ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé vraiment par un grand hasard. J'ai toujours été un fan de football et il se trouve qu'en même temps que moi est arrivé Philippe Troussier, Michael en a parlé, coach de football qui était avant en Afrique du Sud, français, et qui a dirigé le Japon, et il cherchait un traducteur. Enfin, la Fédération japonaise de football ne trouvait pas de traducteur parce qu'à l'époque, il y avait 80-90% de traductrices, et que c'est normal, elles ne pouvaient pas rentrer dans les vestiaires hommes. Enfin, ça posait des problèmes, et donc ils avaient besoin d'un traducteur masculin, et Philippe Troussier voulait un traducteur français, enfin traducteur de nationalité française. Il était un petit peu méfiant, il avait peur que le traducteur japonais n'aille pas totalement dans son sens, et donc quand j'ai posé ma candidature, je n'avais pas de concurrent. Donc aujourd'hui, il y a énormément de traducteurs doués. Et moi, je partais totalement dans l'inconnu. J'avais donc, comme je vous l'ai dit, pas de connaissance du vocabulaire du football. J'avais pas une condition physique aussi, parce que c'est très physique, parce qu'il faut courir avec les joueurs pendant les entraînements, pendant 2 heures, tout en traduisant. Et de temps en temps, les joueurs vous écoutent pas, ou l'entraîneur il parlait trop vite, j'avais pas le temps. Puis vous pouvez pas lui dire au milieu d'un speech, est-ce que vous pouvez répéter, parce que c'est très le sport, c'est une question de timing. Mais enfin bon, j'ai fait 4 ans extraordinaires, et ils m'ont tellement adopté que là c'est une photo de la Kirin Cup en 2001, donc 1 an avant la Coupe du Monde, et je faisais vraiment partie de l'équipe. Alors je suis au milieu, là, derrière l'entraîneur, et dans les photos, ils me prenaient tous par l'épaule, me disaient non, viens avec nous, parce qu'au Japon, vraiment, l'interprète, enfin peut-être dans tous les pays aussi, mais c'est vraiment la personne de l'ombre qui doit rester 2 pas en arrière, et là j'étais toujours avec eux, et c'était assez fantastique. Alors je sais qu'on aura une partie, je regarde l'heure parce que j'ai tendance à trop parler, mais de questions, et beaucoup de personnes m'ont déjà sollicité en me disant j'aurai des questions pour vous, donc Cécile, il faudra me faire signe quand je dois laisser la parole pour les questions, mais on pourra bien sûr parler de sport. Alors il y avait j'essaye de raconter des choses que je raconte pas dans mon livre, mais il y avait vraiment un mimétisme entre nous deux, et souvent dans beaucoup de photos on nous voit, Philippe Troussier et moi, avec on dirait vraiment des agents de la circulation en Corée du Nord. On a exactement la même signalétique, et c'est vraiment pas répété, hein. Là voilà, il y a 80 000 personnes derrière, je suis derrière lui, je ne le regarde pas. Là, c'est un effet d'optique, hein. Je regarde le joueur qui l'appelle. Là, je serais incapable de vous dire le signe, mais peut-être qu'il dit à un joueur à qui il a donné une consigne que voilà, c'est bien, il est bien positionné. Moi, j'avais quand même au début des difficultés, parce que j'avais sous-estimé quelque chose. C'est que quand il y a 80 000 personnes, c'est comme quand on est dans une manifestation ou un peu dans le brouillard. En fait, on n'entend pas du tout. On entend à peu près à 50 cm de soi.
Donc, je me collais à lui, non pas parce que c'était pas un effet ventriloque, c'est que si je me collais pas à lui, j'entendais pas ce qu'il disait. Alors déjà que je comprenais pas toujours ce qu'il disait. Alors si je ne l'entendais pas, c'était beaucoup plus difficile. Et souvent, si je ne l'entendais pas, j'essayais d'essayer de faire un jeu d'acteur, de faire du mimétisme et au moins de reproduire le même body language que lui, tous les gestes du corps pour faire comme le mime Marceau et transmettre l'émotion par les signes. Alors, voilà. Donc le football, ça a été un tremplin extraordinaire, puisque juste après le football, et on retombe sur l'anecdote de M. Aurigas, puisque je prends, pour la première fois en 4 ans, je prends 2 semaines de vacances. Je n'en avais pas eu pendant 4 ans. Et je retourne en France, je passe par les Languedoc. M. Aurigas a dit, il ne faut pas trop se distraire. Et donc, il m'avait vu un petit peu à la télévision. Et c'est à ce moment-là où beaucoup de médias japonais m'avaient vu en train de traduire en japonais à la télévision pendant 3-4 ans. Et j'ai eu pas mal d'offres pour entrer à la radio, à la télévision japonaise, pour avoir des chroniques. Il y avait un peu de tout, pour devenir un talento, pour devenir un acteur, pour même devenir un chanteur. Enfin, vraiment des propositions farfelues. Et mon premier job, alors ça c'est un peu anachronique, mais mon premier job c'était pour la NHK qui m'a proposé, alors pour être exactement précis, c'était avant la Coupe du Monde, avant la fin de mon mandat de football, mais c'était mon entrée, il m'avait proposé un Jidaigeki. Alors ça c'est Asadola, hein, c'est les doramas du matin au Japon qu'on voit sur la télévision nationale, la NHK. Ça c'est il y a un an et demi, mais bon. La NHK était venue me chercher parce qu'ils faisaient un Jidaigeki. Donc le Jidaigeki, c'est les grandes fresques historiques qui font toujours, je crois, au Nouvel An. Et c'est assez court, je crois. Ça peut être sur 2 jours, mais c'est genre des formats de 90 minutes. Et c'était une reconstitution. Et il se trouve que ça brasse tous les thèmes. Souvent, c'est beaucoup l'ère Meiji, l'ère Edo Meiji qui revient. Et c'était une période où les Français avaient, si je me souviens bien, avaient aidé les Japonais à se construire leur arsenal, leur force maritime. Donc ils avaient déjà en tête la rivalité avec les Russes. Et c'était avant la guerre de Russie, les Français sont arrivés à l'ère Meiji pour former les Japonais. Et donc moi, la NHK qui reconstituait cette période m'avait choisi donc, pour faire un amiral de la marine française qui arrivait pas à Kagoshima, je crois, à Saga, ou je sais plus où exactement. Et j'arrivais sur un bateau au large, à Nagasaki, au large de Nagasaki, donc oui, de Haistembos. Et je m'attendais à commencer ma carrière. Enfin, la NHK, pour ceux qui la connaissent, alors là, le service public français à côté, c'est des enfants de chœur, mais on avait eu 3 jours de répétition. Moi, j'avais 2 lignes, hein, donc c'était vraiment, je les avais apprises par cœur avant le pitch. Et on avait répétition assise, répétition debout. Ils avaient toujours c'était comme Pinocchio, ils avaient des espèces de, je me souviendrai toujours, des espèces de machines en bois comme des mannequins de coups francs en foot qui faisaient les acteurs les plus célèbres qui bien sûr eux n'avaient pas besoin d'être là, merci pour nous. Et donc si on avait un SMAP, on avait son espèce de mannequin en bois, mais c'était vraiment, voilà. Et donc on répétait avec eux. Et ça a duré 3 jours. J'étais enthousiaste et je pensais vraiment que ça allait être ma grande entrée dans le showbiz japonais. C'est fantastique. Et c'est là où j'ai appris que le métier d'acteur, c'est un métier où comme disait Alexandre Dumas dans le Comte de Monte Cristo, attendre et espérer, attendre indéfiniment et espérer que ça va être à nous un jour, parce que finalement, au bout d'un moment, on a envie de rentrer, qu'il est tard et qu'on fait des répétitions et qu'il coupe. Et alors à la NHK, il y a
3, 4 metteurs en scène qui s'engueulent tout le temps. Ça fait vraiment un cinéma paradiso. Bon, bien sûr, vous êtes coupé au montage. Même moi, j'avais 45 secondes, j'en ai eu 17, mais ça, c'est pas grave. Mais surtout, ce qui m'avait choqué, ce qui m'avait rendu très humble, on est vraiment peu de choses, c'est que j'étais avec... Donc on était 3 ingénieurs français, et ils n'avaient trouvé que moi comme français. L'autre français était espagnol, très sympathique, un garçon qui tenait un bistrot de tapas à Shibuya. Bon. Et un tchèque, qui alors lui pour le coup parlait pas du tout français, mais comme il n'avait pas de dialogue, voilà. Et donc j'étais avec cet espagnol et ce tchèque en train de jouer les Français sur un navire qui lui avait dû coûter des millions à la NHK pour arriver à Ustembo. C'est à un moment je devais dire terre comme Christophe Colomb et nous sommes arrivés ou quelque chose comme ça. Et finalement, pour la faire courte, on a été... enfin, il y a une diffusion et une rediffusion, et dans la rediffusion, il y a toujours une aéroson, on a été coupé au montage. Et donc, c'était terrible, mais en même temps, et là, j'ai tout de suite repensé à Jean-Jacques Origas, 2 pas en arrière, 3 pas en avant, ou 2 pas en arrière, 1 pas en avant. Bon, et c'était vraiment le Japon. En fait, c'est qu'on se rend compte que c'est toujours des mystères. Et en même temps, et moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir raté mon entrée dans le spectacle. Et en fait, pas du tout, parce que je m'étais bien... En fait, c'est l'œil de Moscou. On m'avait quand même regardé comment je travaillais, si j'étais sérieux, et j'ai commencé une carrière de 20 ans à la télévision japonaise. Voilà. Alors, voilà, donc je parle à peu près depuis 1 heure, et je pense que peut-être ce serait pas mal d'ouvrir la salle aux questions, parce que tout le reste est dans le livre. Alors oui, je vais quand même, c'est pas très... En tant qu'homme de télévision, c'était une transition assez minable. Mais non. Donc pour vous dire que, voilà, là je vous ai fait en accéléré en 1 heure toute ma vie que je raconte dans mon livre, que j'ai essayé un petit peu d'imager. J'ai pas parlé beaucoup du japonais, de notre apprentissage dans les langues zo, mais je suis ouvert à toutes vos questions. Sur le livre, si des questions littéraires, d'écriture, de passages que vous avez aimés, si c'est pas des questions, si vous avez des remarques à me faire, je suis heureux de les entendre, même on pourra en parler dans la cour ensuite, bien sûr aussi. Si vous avez des questions, si vous avez... ça m'arrive très très souvent, des papas, des mamans, oh mon fils aimerait aller au Japon. Donc ça, éventuellement, je pourrais vous laisser mon adresse email pour vous donner des conseils, mais bon. Voilà, donc la parole est à vous. Donc c'est une question directe par rapport au titre. Est-ce que vous avez acquis la nationalité japonaise? Alors, une très bonne question. Écoutez, d'abord, je rends hommage à mon éditeur, Pierre, parce que le titre, c'est le sien, et c'était un coup de foudre de tout le monde, mais voilà. Je pense que les auteurs, le plus difficile, c'est vraiment de trouver le titre, et je pense qu'ils ne les trouvent jamais. Donc, on est heureux d'avoir des éditeurs. Non, mais ça reflétait exactement mon livre, et là, c'est pas du tout un spoiler, parce que c'est pas le centre de la question de mon livre, mais oui, on m'a proposé... Enfin, j'ai eu l'occasion, à titre honorifique, de devenir japonais ou de faire des démarches pour devenir japonais avant les 10 ans, je crois, requis pour avoir soit le Eijuken, donc la résidence permanente, ou de demander la nationalité. Mais je ne l'ai pas fait parce que, et c'est pour ça que j'ai pu écrire ce livre, finalement, je pense que j'ai jamais été tatamisé, enfin... Je me suis jamais considéré comme un Français devenu... j'ai toujours été... D'abord, j'étais amoureux de la langue japonaise, plus que tout.
pas forcément. J'étais pas le meilleur dans les cours d'histoire de Monsieur Souris, de Monsieur Vier, dans les cours de littérature de Monsieur Ninomiya. J'aimais beaucoup plus les cours de grammaire de Monsieur Origas, les enclitiques, le ga, le wa, de Madame Garnier. Bon, même quand j'étais en troisième année, mes professeurs, Madame Yanagidani, Monsieur Yamamoto, c'était la langue qui m'intéressait. Quand on faisait Ginga Tetsudo, c'était vraiment la langue moderne et contemporaine. Et donc, moi, je suis toujours resté français, je suis toujours resté parisien dans l'âme, amoureux du Japon, mais avec un esprit autocritique, avec le côté français, un petit peu rebelle. Et j'ai jamais vraiment cherché à m'intégrer, en fait. Ça peut paraître paradoxal, ça a pu me jouer des tours de temps en temps, mais je pensais qu'on pouvait vivre une histoire d'amour ou pour parler métaphoriquement, se marier avec un pays sans pour autant fusionner. Voilà. Le Japon reste aujourd'hui un fabuleux voyage. Pour moi, c'est un fabuleux voyage comme dans l'Odyssée et ça doit le rester. Je pense. Je n'ai pas les qualités d'un Richard Colas quand il écrit le dictionnaire amoureux du Japon, qui est absolument époustouflant. Mais voilà, je serais incapable d'écrire 2800 entrées sur baguette, origami. Non. Là, je suis resté un linguiste et amoureux du Japon de par la langue. Et je pense qu'aujourd'hui, mon seul talent, c'est de bien parler le japonais. Monsieur Barbu, au fond. Florent, on connaît tous un peu ton rapport avec l'entraîneur Troussier, mais quelles étaient tes relations avec l'institution, la fédération japonaise ? Pourquoi ? Parce que je crois que certaines personnes rejoindront mon expérience. Tant qu'on va au Japon en tant que touriste, étudiant, boursier, hôte, alter ego ou partenaire, tout se passe bien et on les trouve même plutôt très indulgents. Tandis que si on essaye de rentrer dans l'institution, ou en tout cas moi le monde de l'entreprise, et qu'on essaye d'évoluer parmi eux, avec eux, là on trouve parfois une certaine dureté, une certaine froideur, voire une brutalité et presque une négation de l'individu en Orient qu'on ne verrait pas dans nos sociétés occidentales. Ouais. Quels étaient tes rapports donc avec les hautes sphères de l'institution ? Merci Sébastien pour ta question. Écoute, moi je donne toujours un conseil aux mamans, aux papas qui ont des enfants qui veulent aller au Japon pour d'abord être un petit peu, abrupt et franc avec eux. Je leur dis le meilleur livre, les 2 meilleurs livres que vous pouvez lire ou faire lire à vos enfants avant qu'ils aillent au Japon, c'est Le Château et le procès de Kafka. Pour moi, il n'y a jamais eu de meilleure littérature sur le Japon que Kafka. Parce que le monde de l'entreprise dont tu parles, moi, je n'ai pas le même regard qu'Amélie Nothomb, parce que je pense que les femmes sont beaucoup plus méchantes avec les autres femmes occidentales ou les femmes entre elles. Les hommes japonais sont un petit peu à l'anglo-saxonne, dans la camaraderie et tout ça. Donc, ils sont un petit peu plus indulgents. Il suffit de 2-3 bières et ils oublient tout de suite qu'on n'est pas japonais. Mais en revanche, les méandres de l'entreprise, les absurdités, c'est la vie de tous les jours. Et c'est à la fédération de football japonaise, moi j'avais des contrats de 1 an, souvent c'était, ou même à la télévision. Ensuite j'ai été 11 ans à Fuji Telebi, mais je parle doucement parce que j'ai des collègues dans la salle. Mais j'ai jamais eu de contrat. On m'a dit, on me disait, mais le contrat il est là, c'est entre nous, il est oral. Et en fait, au moment où
j'ai eu des difficultés assez graves, où j'ai vraiment passé des périodes très très difficiles dont je parle dans le livre, où j'ai perdu mon travail à Fuji, et que je suis allé retrouver mon chef en lui disant, bah voilà, bon, je sais que le contrat était oral, mais aujourd'hui, vous me foutez à la porte, voilà, vous n'allez pas juste me dire au revoir, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, comment je m'organise, qu'est-ce que vous avez prévu et alors là, c'est le début. C'était pas le début du procès, c'était le début du château de Kafka, quoi. C'était oui. Alors là, il faut que tu ailles voir le bureau des relations internationales. Et je monte au 24e étage de Fuji Telebi. Il n'existe plus. Alors, on est quand même en 2014, mais il n'existe plus. Mais on me dit, vraiment, c'est kafkaïen. On me dit, mais Madame Maeda, elle existe toujours. Donc je dis, bah alors le département des relations internationales, c'était en fait Madame Maeda. Oui, mais où est-elle? On ne sait pas, peut-être au 19e. Donc au 19e étage, je ne trouve pas Madame Maeda. Je reviens à mon chef, je dis, voilà, je vais voir, finalement, au plus bas de l'échelle, je vais voir Madame Baba qui faisait la comptabilité, mais c'était la seule, j'avais une confiance, parce qu'il y avait des chiffres, il y avait des contrats. Chez Madame Baba, je dis, franchement, là, je ne sais pas quoi faire, on m'a rien dit, je suis pas assuré. Qu'est-ce que vous pensez que je peux demander 2 mois de salaire, 3 mois de salaire? On me dit, oh là là, ça je peux pas te dire, ça c'est pas mon domaine. J'ai dit, mais vous êtes à la comptabilité, vous avez déjà vu passer ce genre de demande? Jamais. Alors là, elle me dit, il faudrait que tu parles au Sports Kyokucho, et donc au chef des sports qui est là-bas au fond, un bureau où ça fait 120 mètres carrés, mais j'y suis jamais allé, hein. C'est un endroit où on n'arrivait pas jusqu'à ce bureau-là. Donc je vais jusqu'à ce bureau-là et je vois le Sports Kyokucho qui me dit, ah mais non, mais moi je suis Kyokucho, mais il y a 2 personnes au-dessus de moi, c'est elles qui décident. Alors, je dis, mais où sont-elles? Ils me disent, derrière la vitre, une vitre opaque que depuis 11 ans j'avais ignorée et derrière laquelle je n'avais jamais pénétré. Je suis allé, j'ai frappé pour aller vite vers la fin du film. Jamais personne n'a répondu. Est-ce qu'il y avait quelqu'un derrière cette porte? Ça pourrait faire un très beau livre. Mais bon, j'ai tout de suite compris que voilà. Mais et pour finir ma réponse à ta question, je pense que la seule chose qui m'a sauvé au Japon, c'est peut-être le sens de l'humour. Alors, c'est mes amis, comme vous tous. C'est le fait que quand même, j'étais pas littéralement à la rue, mais à ce moment-là, mais j'avais ma femme aussi, bien sûr. Mais c'est l'humour et le fait de... Je me remémorais les premiers films que je regardais quand j'allais à la maison de la culture du Japon en France, là, à Birakim, et où je regardais Itami Juzo, des films comme Tampopo, Ososhiki, je ne sais plus le titre français, mais tous ces titres, tous ces films absurdes. Et donc je me suis rendu compte que même les Japonais en étaient conscients. Donc finalement, il fallait, si on en a les moyens, le prendre au 2e, voire au 3e degré. Et voilà, et donc avec la fédération japonaise de foot, oui, j'ai eu des moments de grande solitude, des moments où je ne savais même pas. Quand j'ai commencé à être... il m'avait pris pour un stage en 99. Et tout d'un coup, c'était comme le sketch de Coluche avec le pape Jean-Paul II. Ils m'ont poussé en conférence de presse devant tout le monde et ils m'ont dit, voilà, vas-y, t'es interprète. Et là, il y avait... 100 journalistes, des flashs partout et tout ça, et Troussier, enfin Philippe qui me dit allez on y va, on commence, et qui parlait, je n'étais pas du tout formé, et quand j'ai voulu trouver la fédération pour leur dire mais c'est vache quand même, moi j'étais venu pour un stage, j'étais pas venu pour faire une... et là aussi il y avait personne. Ah bon, on pensait qu'on t'en avait parlé, mais tu t'es très bien débrouillé. Le lendemain on m'avait défoncé dans les journaux, qui sait ce que cet interprète qui ne sait pas, il a tout confondu. Bon, voilà, donc oui, il y a des moments de grande solitude, mais je pense que à côté de ça, il y a une fidélité, parce que je parle des moments un peu tristes là, mais j'ai quand même été 11 ans sans contrat, donc à Fuji Telebi. J'ai quand même été
20 ans à WoWo, qui est le Canal Plus japonais, là aussi sans contrat, avec de temps en temps, voilà. J'ai été au Japon, donc je suis au Japon depuis 30 ans et l'histoire d'amour avec des hauts et des bas est toujours là. Donc je pense que, comme tu le sais, c'est une question de persévérance, attendre et espérer. Donc vous nous avez parlé de cette passion, mais je voulais savoir quelle était l'étincelle en fait originelle de cette passion, et ensuite qu'est-ce qui a alimenté votre persévérance pour arriver à la parfaite maîtrise de la langue, parce que c'est quand même un sacerdoce. Quelles ressources, qu'elles soient enfin humaines, psychologiques, pédagogiques, Au travers de mes études oui, ouais. ou peut-être des rencontres. Enfin, qu'est-ce qui vous a Ouais. encouragé? Est-ce qui vous a permis Non, c'est une très belle question, parce que c'est vraiment la plus importante, je dirais, pour les élèves, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent en ligne, puisque j'ai eu la chance, Cécile m'a dit qu'il y avait aujourd'hui presque 150 inscrits, enfin 130 et les autres. Et donc, pour ceux qui sont intéressés par l'apprentissage d'une langue rare, d'une langue difficile, moi, déjà, je pars du principe que toutes les langues sont difficiles et si on a de la passion et si on sait pourquoi on le fait, c'est pas plus difficile d'apprendre l'espagnol que d'apprendre le japonais. Franchement, là, je le dis sans aucune démagogie. Bon, et il y a de la structure, il y a des mécanismes à apprendre, mais bon. Quant aux difficultés, enfin, la persévérance, d'abord, c'est que c'est la voie que j'avais choisie et que j'avais vraiment envie de réussir et que j'aimais vraiment ce que je faisais. J'aimais les langues et quand on aime quelque chose, on a envie d'aller plus loin. Et là, vraiment au sens propre comme au sens figuré, de pouvoir voyager à travers l'apprentissage du japonais, même si à l'époque, je ne pouvais pas encore y aller. Ensuite, mes amis, hein, là j'en ai vraiment beaucoup aujourd'hui qui est en classe avec moi. Je pense que quand vous apprenez une langue comme ça et qu'on ne connaît pas, là je ne parle pas de la difficulté, puisque comme je vous l'ai dit, je pense qu'elle n'est pas plus difficile qu'une autre, mais on a moins de repères parce que quand on va marcher, enfin, moins maintenant, mais à l'époque dans la ville à Paris, on n'a pas des choses écrites en japonais. Quand on va allumer la télévision, il y aura à l'époque moins de films japonais que d'autres pays, donc sauf si vous allez vraiment, à l'époque, il fallait aller louer des cassettes, des VHS. Mais bon, pour se plonger dans la culture, c'est plus difficile, mais on demande à ses amis comment ils font. Tous les chemins mènent à Rome, hein, donc on partageait nos façons d'apprendre. Je pense que les langues orientales sont une grande école extrêmement bienveillante. Je pense que déjà quand vous rentrez, vous aspirez à être... vous êtes de facto un ancien élève déjà, et donc vous êtes adopté, et il y a une tradition, et oui, c'est une école d'élite, mais elle n'est pas élitiste au mauvais sens du terme. J'ai jamais senti... Alors oui, comme je l'ai dit au début, il y avait le couperet de l'apprentissage des caractères, hein, les 1989 caractères qui étaient difficiles, mais bon, c'était 5 par semaine, 10 par semaine, enfin bon, 5 par semaine. Mais bon, on nous les apprenait d'une façon très ludique. Et pour les caractères, donc peut-être pour parler d'une chose beaucoup plus précise, là aussi, je pense qu'il y avait des personnes qui faisaient des lignes dans mes camarades. Il y en avait qui essayaient de trouver un sens derrière les idéogrammes. Dans la bibliothèque qu'on avait Porte Dauphine, il y avait beaucoup de livres sur les caractères japonais, avec beaucoup de méthodes différentes pour les apprendre. Je me suis toujours senti
portée. Et puis quand même, la vocation des langues orientales, il y a un peu ce côté Champollion où on est vraiment en train de... On part dans une aventure, dans un voyage, à la rencontre d'une culture différente, d'une langue différente, d'un alphabet différent. Et c'est merveilleux. Je pense que si on le fait, c'est qu'on a cette attirance pour cet exotisme-là, pour cet orientalisme. Voilà, donc j'ai pas trop de conseils à donner là-dessus. Je pense que tout le monde a ses raisons. En revanche, quand on trouve ça vraiment difficile, ça peut être aussi une période. Moi, il y a des moments où, oui, je pense grammaticalement, en 3e année, je trouvais ça trop difficile et j'ai su que je pourrais pas. J'ai des brillants camarades qui sont allés jusqu'à la maîtrise, au doctorat. Moi, je ne savais pas pouvoir le faire. Que je pensais pas être assez bon à l'écrit, en traduction. Mais bon, j'étais bon à l'oral, donc on trouve sa voie, je pense. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, Philippe. Ah, j'ai peut-être une dernière question, si ça... Merci pour Oui, cette je ne fois. vous vois pas, mais je vous entends. Je me permets de vous poser des questions en japonais. Ah oui, bien sûr, oui, avec plaisir. ダバディさんは私が初めて Vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, parce que j'ai aussi oublié, mais... ダバディさ pareil. んは私が初めて見たテレビで見たフランス人の方で、トルシエ監督と一緒に時代すごく日本人にフランス人の情熱的なところを示したとても印象的なお二人だったので、今すごく感動してるんですけども、こんな月並みな質問ですが、どんな時に日本に自分がすごく馴染んだなって思いますか？それは当時のことですか？それとも今でもどんな時に自分が日本人になったとか馴染んだと自身で思ってる時。Laissez-lui juste le micro parce que je vais poser une question là. Excusez-moi. もしできれば当時と今と変わったことがあれば。D'accord. Je peux répondre en français? はい、大丈夫です。Merci. Donc la question, pour la réduire, parce que je suis un peu éditeur ces temps-ci aussi. À quel moment je passe les compliments que vous m'avez faits, hein, je ne peux pas les traduire moi-même. Mais à quel moment vous vous êtes senti, ça rejoint le livre, mais japonais, vous avez senti que vous êtes enfin rentré vous vous sentiez un petit peu adopté par la société japonaise. Alors, en fait, oui, enfin non. Ouais, c'est très japonais comme réponse déjà. Et je dirais même pas du tout. Non, je sais pas, c'est très difficile. Il y a des moments où, oui, j'ai une certaine fierté à m'engueuler avec ma femme en japonais d'une façon très courante. Vous voyez, sans avoir besoin de parler anglais. Voilà. Il y a des moments où je suis aussi heureux d'être dans un bar le soir avec des collègues. Et même dans le bruit, d'arriver à suivre la conversation, d'arriver à faire rire, enfin des choses très simples, mais d'arriver à faire rire un ami, enfin un ami qui est japonais, mais qui prouve que vous le touchez dans son tsubo, comme on dit, hein, sa sensibilité, quoi. Et ça arrive tout le temps, ça arrive de la première année, la deuxième année, la troisième année, même en ce moment... à la 30e que je sens que j'ai réussi à m'intégrer, et à des moments je ne le sens jamais, et d'une façon officielle, je pense que c'est pas une question de médaille, ou c'est pas parce qu'aujourd'hui, comme Michael avait cité Françoise Moret-Champ, et voilà, je vais pas attendre des récompenses pour sentir que le Japon est content de m'avoir eu parmi les siens pendant 30 ans. Mais je pense que c'est juste le fait de pouvoir toujours y vivre. Et la première année, le moment où j'ai pu y vivre, parce que vous savez, comme moi, en étant japonaise, que c'est pas facile de s'intégrer, d'y habiter, de réussir à faire le pas.
Et le fait d'y habiter, d'avoir la clé de mon appartement, d'avoir un job, voilà, le rêve s'était réalisé, le rêve qui avait commencé aux langues orientales. Et à partir de ce moment-là, je n'avais pas besoin de la vie. Je savais que le Japon, ça fait très 1984, mais le Japon m'avait accueilli et veillait sur moi, le jour comme la nuit. Et voilà, j'y étais, donc et je le ressens toujours et je suis reconnaissant à chaque moment. Je suis reconnaissant d'être là, parce que c'est grâce au Japon, et je suis reconnaissant à travers vous. Je rends hommage à toutes les personnes japonaises qui ont toujours été bienveillantes. Et j'ai parlé d'un épisode un petit peu difficile, là, mais c'était plutôt caricatural sur mon licenciement d'une entreprise japonaise. Cela dit, ça c'est vraiment c'est Kafka, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui m'a viré, mais c'est très paradoxal, mais je suis en très bon terme avec tous les gens qui m'ont viré. Parce que eux, ce n'est pas l'entreprise. Et c'est ce moyen de se... Donc voilà, pour vous dire que tous les amis que j'ai aujourd'hui japonais sont le témoignage que je pense que tout de suite, ils m'ont accueilli, ils m'ont adopté. Et voilà. Merci. Florent, je crois que avec votre permission, je crois que chaque personne ici aurait une question pour vous. Mais nous avons préparé un peu de champagne à l'extérieur pour oublier que nous ne sommes pas japonais. Donc, si vous voulez bien, nous allons clore cette conférence maintenant. Mille merci d'avoir eu une intervention aussi intime et aussi emblématique de notre maison. Très reconnaissant.